la gauche est-elle le camp du bien? Donc, ce soir, c'est filmé pour le site Enquête et Débat, dont je suis le responsable. Donc, je vais présenter rapidement les 4 intervenants qui ont accepté mon invitation, dont moi-même. Donc, je me suis auto-invité. À ma gauche, pour être poli, Christine Tazin, donc que vous connaissez sans doute, présidente de Résistance républicaine, femme de gauche, donc il va y avoir du débat ce soir, prétendant que la gauche est le camp du bien, mais ne se reconnaissant pas dans la gauche actuelle qui n'est, selon elle, pas de gauche. C'est bien ça? Tu as tout compris. Je peux m'en aller, c'est bien. À ma droite, ou plutôt, enfin, je ne vais pas dire... À l'extrême droite? Non. Extrême droite, moi. Je suis extrême droite. Donc Mike Borowski, qui est créateur du blog La Gauche m'a tué, ER, blog libéral et conservateur, et qui est par ailleurs assistant parlementaire. Voilà. De qui? D'un sénateur UMP, bon, j'en parlerai après. Il en parle en privé seulement. Ouais, seulement en privé, voilà. On se connaît mieux. À ma droite immédiate, Bruno de la Palme, qui est journaliste et auteur du livre « 100 ans d'erreur de la gauche, va-t-elle recommencer ?» Livre que je vous recommande avec Jaurès et Hollande en couverture. Alors, Bruno est réalisateur de films documentaires pour la télévision. Voilà, et quant à moi, je suis Jean Robin, et responsable du site Enquête et Débat, des éditions Tatami, et auteur du livre noir de la gauche, donc qui vient de sortir, et dont j'ai quelques exemplaires pour ceux que ça intéresserait. Alors justement, pour vous donner quelques idées du timing, il est 19h30, on va discuter ensemble jusqu'à 21h15, et à 21h15, il faudra qu'on commence à libérer la salle pour qu'à 21h30, les autres puissent venir ici. Parce qu'on attend d'autres... responsables du lieu attendent d'autres personnes. Donc, ça va se passer comme ça, on va chacun parler 10 minutes, donc en expliquant pourquoi on pense que la gauche est le camp du bien ou pas. Ensuite, il y aura un deuxième tour de parole de 5 minutes pour que les intervenants puissent se répondre les uns aux autres. Et dans le temps qui nous restera, si on n'a pas trop excédé le temps qui nous est imparti... Ah, c'est possible! C'est génial! Que ne le disais-tu pas? Il y aura des questions que vous pourrez poser. Alors pour les moins timides d'entre vous, vous pourrez vous rapprocher de la caméra, sans passer devant nécessairement, mais pour qu'on entende votre question au micro. Pour les plus timides d'entre vous, vous pourrez rester assis, mais on se permettra de répéter votre question pour que la caméra l'entende. Voilà, donc en préambule, juste avant de donner la parole à Bruno de la Palme, j'aimerais préciser que justement, Bruno a sorti un livre contre la gauche, je crois qu'on peut le dire. Oh bah avec un titre pareil, 100 ans d'erreur de la gauche française, si j'étais pour, je relèverais du psy. Voilà. C'était le 15 septembre. Il est sorti le 20 septembre, très exactement. Donc ça fait 2 mois. Voilà. Moi, j'ai sorti un livre qui s'appelle Le Livre noir de la gauche, donc à charge également sur la gauche, et il y a maintenant 3 semaines. Et aucun média, comme c'est étonnant, n'a daigné parler de nos 2 livres. Donc, livres qui sont, je parle pas pour Jean, en tout cas pour moi, mais j'imagine que c'est la même chose pour Jean, livres qui sont sur les bureaux de tous les directeurs de quotidiens et magazines de ce pays, surtout la presse nationale, mais également la presse quotidienne régionale. Et pour le moment, en tout cas pour moi, en dehors du Midi Libre, qui a fait un petit article que j'ai qualifié le journal qui mérite bien son nom, de libre. En tout cas, il n'y a pas un papier dans la presse, y compris Figaro, Valeurs Actuelles, etc. Donc on peut se poser des questions. Voilà. Et comme nous ne sommes pas du genre à nous laisser faire par la censure ou l'omerta, on a pris l'initiative, Bruno et moi, de faire parvenir donc à la presse des lettres avec accusé-réception, donc qui me permet de vous montrer qu'on a déjà reçu une quinzaine d'accusés-réception de cette presse, où on leur indiquait qu'on a envoyé à tous les médias qui ont parlé, soit du livre de Caroline Fourest, La gauche courageuse, quand la gauche est courageuse, c'est quelque chose comme ça. Voilà.
Donc c'est pas une Quand la plaisanterie. gauche a du courage. Je croyais que Quand la c'était gauche a du plaisanterie, courage, ça voilà. n'en est pas une. C'est très sérieux. Et le livre de Jacques Julliard, Les gauches françaises, C'est un pavé de... pavé de 900 pages, on aura l'occasion d'en parler peut-être, et on a envoyé à tous ces médias une lettre expliquant très clairement qu'ils avaient parlé de ces deux livres à décharge de la gauche, voire carrément militants pour la gauche, et qu'ils n'avaient pas dit un mot, sauf une exception, enfin, sur nos deux livres qui sont à charge. Donc Jacques Julliard a eu 7 pages, 7 pages, pleine page, dans Le Point. Ah oui, Mais Julliard, à un moment, a dirigé Le Point, donc ceci explique peut-être cela. Mais... c'est sûr, ça. Parce qu'il a eu... Il a été rédacteur en chef du Point. Ouais, alors, on va pas faire toute la liste des médias, mais il est passé 3 fois à France Culture, le matin. Bon. C'est des exemples parmi tant d'autres. Donc à tous ces médias-là, on leur a envoyé une lettre avec accusé-réception à chacun des journalistes, par exemple, voilà, l'Express, Philippe Alexandre, Les Échos, Véronique Richebois. Bon, je ne vais pas tous les faire. Et donc, on a reçu, donc l'accusé-réception, que ces lettres ont bien été reçues par ces gens-là. Et depuis, comme par hasard, ils n'ont toujours pas dit un seul mot sur les livres. Donc, on a la preuve que la presse, en général, penche plutôt carrément à gauche, pour ne pas dire à l'extrême gauche. Voilà. Je m'en arrête là, et je passe tout de suite la parole à Bruno de la Palme pour 10 minutes. Merci en tout cas Jean d'organiser ce débat et de faire qu'il y ait encore un peu d'espace de liberté dans ce pays au niveau du dialogue donc et des débats. Et ton site internet mérite bien son nom. Alors pourquoi j'ai écrit d'abord 100 ans d'erreur de la gauche française? Évidemment la gauche n'a pas gouverné ces 100 dernières années, ça se saurait. En fait j'ai voulu comprendre comment l'idéologie de la gauche qui est évidemment fortement teintée de marxisme, comment cette idéologie, qui est leur matrice, comment elle avait rejailli sur leurs idées, sur leur comportement quand ils sont au pouvoir, et comment elle rejaillit encore aujourd'hui. Donc j'ai balayé, j'ai passé en revue tous les domaines, économique, social, je suis journaliste économique, donc c'est un petit peu mon dada, politique étrangère, la défense nationale, leur comportement pendant les 2 guerres mondiales, la colonisation, la décolonisation, l'immigration, l'insécurité, la politique familiale, donc une sorte de vaste éventail qui couvre à peu près toutes les problématiques de notre temps. Et partout, je dirais qu'on retrouve une sorte d'incapacité génétique, alors pardon du mot, ça peut faire débat, mais ce mot-là est trouvé dans un très bon bouquin sur la gauche, qui est plutôt à décharge, mais qui est très honnêtement fait, qui est le bouquin de Bergougnou sur les socialistes français. Et le terme vient de lui. Une incapacité génétique de la gauche à comprendre le monde d'aujourd'hui, le monde réel. Et c'est le problème de la gauche, c'est qu'il baigne dans la négation du réel. On a bien vu que la crise, François Hollande et son équipe avaient dû découvrir ça à peu près entre les 2 tours de l'élection présidentielle, ce qui est quand même un peu gênant. Alors évidemment avec des mots d'ordre aussi absurdes et démagogiques que Arros sur les riches, Arros sur les entreprises, Hollande qui prétend en 2007 dans un débat télévisé, il n'était pas, ça se passait pas, comment dirais-je, off, je ne sais où, plein pot devant des millions de gens, expliquant j'aime pas les riches et on est riche à partir de 4 000 €. Alors qu'au moment où il parle, déjà on n'imagine pas aucun dirigeant ou responsable de l'opposition qu'il était à l'époque dans les pays de l'OCDE dire une ânerie pareille, mais au moment où il parle de ça, il émarge quand même avec ses différentes fonctions à 20 000 €. On peut se demander si c'est très très raisonnable d'employer des vocables aussi démagogiques et aussi populistes. Alors, il n'arrive pas à appréhender le monde tel qu'il est, et donc pour les entreprises, ça se traduit par des termes d'expropriation, de nationalisation. On est donc dans la punition. Il faut punir l'entreprise privée, puisque de toute façon, elle est a priori coupable de tous les maux. Donc le mot compétitivité, on a vu ce que ça a donné dans le débat récent, quand il a fallu laisser pondre le rapport gallois. On les a vu dans quelle transe et dans quelles angoisses existentielles ça les mettait d'oser mettre dans leur bouche le mot compétitivité. C'était quelque chose d'absolument affolant. Alors je vais juste vous dire un chiffre. En 20 ans, les fonds consacrés par les entreprises à la recherche dans tous les pays de l'OCDE sont en hausse. Tous sauf un, la France.
Alors pourquoi? Mesdames et messieurs, parce que les marges des entreprises, elles ont fondu. Donc s'il n'y a pas de marge des entreprises, il n'y a donc plus de compétitivité, il n'y a plus d'argent pour mettre dans la recherche, etc. Alors certes, la gauche n'est pas au pouvoir depuis 20 ans, mais ce sont ces idées qui sont absolument antilibérales, qui sont à l'œuvre depuis des décennies, et dont la droite, d'ailleurs, a souvent le tort de ne pas, comment dirais-je, les terrasser littéralement quand elle arrive au pouvoir ou quand elle est au pouvoir. C'est ainsi que la grande erreur de Sarkozy, à mon humble avis, est de ne pas avoir assassiné les 35 heures dès le premier mois où il était au pouvoir. S'il avait fait ça, il aurait non seulement rendu un grand service au pays, mais je vous promets une chose, c'est que jamais plus, même la gauche revenue au pouvoir, il n'aurait pu remettre sur la table une sorte d'animal pareil, d'animal mal formé pareil. C'est une évidence. Même à gauche, on le reconnaît. Donc voilà, la compétitivité, c'est un tout. La compétitivité, il y faut de la fiscalité, et puis il y a le coût du travail. La fiscalité, quand vous avez des âneries comme l'ISF, ça ne peut pas fonctionner. Et contrairement à tout le monde, ce que tout le monde nous dit, l'outil de travail serait exonéré de l'ISF. Ceci est faux, puisqu'il y faut un certain nombre de conditions, et que tous les actionnaires minoritaires qui n'ont pas une fonction dans l'entreprise sont soumis à l'ISF. Et donc vous avez un certain nombre d'entreprises familiales notamment qui sont obligées de provisionner leurs bénéfices pour payer l'ISF de leurs actionnaires minoritaires. Et s'ils ne le font pas, les actionnaires minoritaires vont vendre, et à ce moment-là, l'entreprise est par terre, etc. Donc pour l'émission Capital, fait pas mal de tours dans tous les secteurs possibles imaginables. Je peux vous garantir que les Belges s'amusent de notre ISF, et l'équivalent d'un Saint-Maclou belge s'amuse en vous chiffrant les millions d'euros qu'il économise, alors que son concurrent Saint-Maclou est obligé de provisionner pour ses minoritaires. Eux, ils n'ont pas ça. Donc c'est la machine à perdre. Bon, je passe ça rapidement, et évidemment il y a le coût du travail avec en 35 heures. Alors ce que j'ai fait, je me suis intéressé évidemment à ça, parce que vous avez compris que j'étais un passionné d'économie, et donc j'ai regardé en toute l'histoire ce qu'avait donné l'économie au moment où la gauche est au pouvoir. Alors, au moment où la gauche est au pouvoir, l'économie, c'est assez rapide. En général, le pays se retrouve à moitié en faillite, et l'expérience doit être, comment dirais-je, on redresse le pays ensuite, et c'est évidemment la droite qui le fait. Alors, 24, très rapidement, c'est le cartel des gauches. Herriot donne le droit de grève aux fonctionnaires, ça c'est la première chose. Mais ensuite, il y a un effondrement de l'économie, comment dirais-je, qui est dû au fait que la manière dont ils traitent déjà Haro sur les riches, les sans-famille, etc., vous avez un effondrement, comment dirais-je, de l'économie, des trucages des bilans de la Banque de France. Donc le gouvernement du cartel des gauches va tomber en 26, on va appeler Poincaré, et c'est le franc Poincaré, tout le monde a appris ça à l'école. Poincaré sauve la mise et redresse l'économie. Ensuite, on arrive évidemment au Front populaire de 1936. Alors là, l'arbre a caché la forêt, et le bel arbre, dont personne ne se plaint, à commencer par moi, c'était de donner les congés payés, ce qui était une évidence qu'il fallait faire. C'est la gauche qui l'a fait très bien. Ça aurait peut-être fini par arriver, mais n'enlevons pas à la gauche, grand Dieu, le fait d'avoir accordé les congés payés. Le problème, c'est que le mythe, l'arbre cache la forêt, puisque le reste des accords Matignon était une forte réduction du temps de travail. Alors là, c'est assez intéressant, on est passé de 48 heures qu'on avait en 1908, si ma mémoire est bonne, à 40 heures. Donc, il y avait effectivement, on s'use un peu au travail, etc. Sauf que l'argument avancé par le Front populaire pour la baisse du temps de travail est quasiment mot pour mot le même argument que vous retrouvez dans la bouche de Martine Aubry, et qui est le fameux argument du gâteau. On va partager le gâteau en plus de parts, et donc il y en aura moins pour tout le monde, mais il y en aura moins pour plus de monde. Et leur théorie du gâteau, ils ont répliqué exactement la même théorie. Donc en baissant le temps de travail, on va créer de l'emploi. Et j'ai récupéré dans le livre tout un tas de déclarations des différents ministres du Front populaire. C'est atterrant de se dire que 40 ou 50 ans après, au moment de Jospin, ils ont toujours... Oui, c'est ça à peu près, même si c'est 3-9. 60 ans après, ils ont toujours la même antienne, ils n'ont toujours rien compris. Comme il y a eu une forte hausse des salaires en 1936, vous avez eu un effondrement de l'économie. Mais un effondrement drastique, et notamment dans les usines d'armement. Ce qui fait que le Front populaire était là, le nez dans son guidon, mais de l'autre côté, il y avait quand même Adolf Hitler qui préparait ses armées, etc. Donc on a eu, si vous voulez, ça a créé
le Front Populaire n'est pas l'unique responsable de l'effondrement de 40, mais il en est comptable en bonne partie. Voilà. 2 minutes. Alors je finis assez vite. Ensuite, vous avez eu les nationalisations de 81, vous avez un certain nombre de choses qu'ont fait les socialistes. Et surtout, il y a une chose qu'ils adorent faire, c'est la création de fonctionnaires. Alors sachez qu'en 30 ans, entre 81 et maintenant, ils ont créé 1,5 million de fonctionnaires. 1,5 million de fonctionnaires, entre Mitterrand et Jospin. Pour vous donner une idée, Sarkozy, qui a eu le courage de dire enfin il faut réduire le nombre de fonctionnaires, Sarkozy a fait passer, a réduit de 150 000 le nombre de fonctionnaires en 5 ans, ce qui était déjà admirable puisque personne ne l'avait fait avant. Mais ça veut dire qu'en 5 ans, Nicolas Sarkozy n'a entamé que de 10% le monstrueux stock de création de fonctionnaires en 30 ans. Donc vous imaginez le chemin qui reste à faire. Mais il ne va pas être fait puisque Hollande arrivant dit je vais en mettre 60 000 de plus. Donc c'est une aberration complète, et ceci est la machine à perdre. Alors très rapidement, vous dire que dans ce livre, j'attaque également les socialistes sur la politique étrangère, sur leur comportement à la défense nationale, comment est-ce que j'apprends que, si vous ne le saviez pas, mais il y a pas mal de gens qui ne le savent pas, que si Jaurès n'avait pas été assassiné, j'ai le plus grand respect pour Jaurès, mais s'il n'avait pas été assassiné, il aurait été jeté en prison dans les 48 heures, puisqu'il voulait, c'était sa grande idée, organiser la grève générale pour empêcher la mobilisation générale. Alors vous comprenez bien que quand vous voulez organiser la grève générale, au moment où les armées allemandes envahissent le pays, si votre pacifisme vous aveugle à tel point, vous devenez un danger pour la patrie, et c'est ce qui a fait que s'il n'avait pas été assassiné, il aurait couché dans les 48 heures en prison. Je dis également que, comment dirais-je, pour conclure très rapidement, cette espèce d'idéologie du pacifisme, on va retrouver ça, c'est un autre mythe, la gauche dans la résistance, la droite à Vichy, c'est un mythe absolu, la quasi-totalité de la gauche est à Vichy, avec le maréchal Pétain, et pourquoi est-ce qu'ils sont à Vichy? Je ne dis pas que Pétain est de gauche, mais pourquoi est-ce que la gauche est à Vichy? Parce qu'elle est pacifiste. Et donc si elle est pacifiste, la Pax Germanica lui convient tout à fait. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Sartre. Alors quand une déclaration de Sartre ne vous va pas, on la met vite sous le tapis. Mais Sartre, il n'est pas à droite. Enfin, j'ai cru comprendre. Donc Sartre a dit qu'il s'accommodait de la Pax Germanica. Donc tout Vichy était truffé de gens de la SFIO. Heureusement, il y en a quelques-uns qui ont sauvé l'honneur, avec De Gaulle à Alger, et comme Pierre Brossolette, dont pratiquement à gauche personne ne parle, et qui est le Jean Moulin de la gauche. Mais curieusement, ils n'en parlent pas. C'est défenestré pour éviter de, comment dirais-je, de parler à la Gestapo en 1944. Donc voilà. Je finis rapidement en disant que je parle de la colonisation qui soi-disant est l'œuvre de la droite, c'est parfaitement et totalement l'œuvre de la gauche, qui le fait, qui le promouvoit, avec des arguments invraisemblables aujourd'hui dans la bouche de Jules Ferry, sur, comment dirais-je, les races inférieures. Paul Bert, qui est le compagnon de Jules Ferry, a des mots encore plus durs, et lui, il est l'organisateur français du racisme, il est le théoricien français du racisme. Vous avez une ville sur 2 qui porte le nom de Paul Bert, ou en nom de rue, ou en groupe scolaire. Alors les cris d'orfraie de la gauche, dans le camp du bien, le Paul Bert, je peux pas vous citer, parce qu'il y a une caméra et que ça serait diffusé sur le net, je peux pas vous citer une phrase de Paul Bert, parce que vous vous effondreriez. Eh bien Paul Bert, il n'y a pas de droit d'inventaire pour Paul Bert, et pourtant il fait partie de la gauche. Voilà. Et c'est l'ensemble de ces choses, alors on parlera ensuite de l'insécurité, de l'immigration, etc. Mais c'est l'ensemble de ces choses qui font que, évidemment, ma conclusion, c'est que la gauche ne peut pas prétendre être le camp du bien. Mais elle a une force inouïe, absolue, et je pense que notre voisine va le confirmer, c'est qu'elle a le monopole de la morale, dans les médias, partout, et ce qui fait qu'elle peut faire à peu près n'importe quoi, elle n'a pas le droit d'inventaire, personne ne vérifie, etc. Ils ont la République des profs pour eux, allez à 75%, les journalistes pour eux à 75%, et alors avec ça, allez-y, vous êtes tranquille, rien ne se passe, circulez, il n'y a rien à voir. Et bien modestement, avec 400 pages, sur tous les domaines que je vous ai cités, je démontre que la gauche française sert souvent son idéologie plus que sa patrie. Elle préfère son idéologie à sa patrie. C'est comme ça, il faut le savoir. Donc, merci. Pardon d'avoir... J'ai dû dépasser mon temps de parole. Merci Bruno. Alors comme tu as fait 12 minutes, je vais être obligé de donner 12 minutes à Mike. En 10 minutes me suffiront. Ah, voilà, parce que le but c'est qu'il y ait un échange avec la salle. Pardon. Si tu peux. Pardon. Je vous fais pas le reproche, hein. Pas de reproche. Donc Mike, c'est à toi.
Donc bonsoir à tous. Déjà, je remercie Jean de m'avoir invité ce soir à ce débat qui est fort intéressant. Je suis très content d'avoir rencontré Madame Christine Tazin, que je lis parfois sur Internet, que j'ai appris à connaître sur YouTube. Sur YouTube, parce qu'on parle de vous sur YouTube. Ah. Voilà. Et Bien fort pour la salle. vous m'entendez, c'est bon? Non, mais plus là. Bon. Et et aussi, je suis très content de voir Monsieur Delapalme, qui est un écrivain libéral, et des libéraux, on ne peut pas dire que ça court les rues ici en France. Disons que les libéraux, on est, avec Jean Robin, on est peut-être les 3 seuls ici dans ce pays. Je suis pas sûr qu'il y en a encore quelques-uns, enfin, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. En tout cas, ça fait du bien d'être entre nous et Si je vous gêne, ça tout de rassure. suite. C'est bien la sens de l'humour, ça, c'est très, très fort. Alors moi je voulais pas répondre sur cette question, la gauche, est-ce que c'est le camp du bien, du mal, qu'est-ce que c'est le bien, le mal, au fond, on trouvera toujours des gens de gauche, de droite qui font des choses bien, pas bien, bon, ok. Mais moi ce dont je voulais parler, c'est avant tout de la victoire de la gauche dans le marketing politique, dans la communication politique donc, et de la défaite de la droite dans son idéologie. C'est-à-dire que aujourd'hui, la gauche, c'est, oui, donc c'est vrai, c'est le bien, c'est l'humanisme, c'est le défenseur aujourd'hui des minorités, des jeunes, des femmes, c'est le progressisme, et donc c'est toutes les bonnes choses, en gros, de notre société actuelle. Parce que voilà, dans notre société, on est pour le mariage homo, on est pour le droit de vote des immigrés, même si vous, je sais que vous, je pense que vous n'êtes pas pour. Si vous savez tout, c'est pas Mais... Oh là là. Bon, en tout cas, la majorité de la gauche est pour, et donc c'est des sujets qui ont imprégné la société française et que la droite a reprise avec elle. Parce que être contre le droit de vote des immigrés, c'est être raciste, c'est pas bien, c'est être un minoritaire. Vouloir le mariage homo, c'est formidable. À droite, beaucoup. Moi, je suis de droite, je suis à l'UMP. Ça fait... L'un ni l'autre. Mais, je suis à l'UMP depuis sa création. Et je suis assistant de profession, comme l'a dit Jean Robin. Et pourtant, chez nous, on est... On veut pas le dire, mais on est pour le mariage homo. On est pour le progressisme parce qu'on pense qu'être progressiste, c'est cool, et que ne pas l'être, c'est réac, et être réac, c'est pas bien. Et voilà le problème. Le problème, c'est que la droite n'est plus la droite, et donc, sur le niveau de la communication, la gauche a gagné. On a toujours on se sent à droite, on se sent inférieur à la gauche, parce qu'on pense que la gauche, c'est Saint-Germain-des-Prés. D'ailleurs, Jean-François Copé n'arrête pas d'en parler de Saint-Germain-des-Prés, comme s'il avait un complexe d'infériorité. Et c'est pour lui, et je pense qu'il n'y a pas tort, c'est pour lui, c'est Saint-Germain-des-Prés qui a apporté l'idéologie actuelle de la gauche. Et c'est pour ça, c'est ça moi que je combats. Donc, je vais vous dire un truc, c'est assez marrant. Quand j'ai parlé à mes amis que je faisais un débat avec Christine Tazin, on m'a dit voilà, pas possible, tu fais un débat avec l'extrême droite. Je dis quand même. Vous voyez, ça veut dire que la gauche, la bien-pensance de gauche, a réussi à mettre dans la tête des gens que riposte laïque, tout ce qui est un peu, tout ce qui est, voilà, comment dire, par exemple, comment je pourrais vous qualifier Ça.
voilà, tout ce qui est critique, par exemple, de l'islam, est extrême droite. Alors qu'aujourd'hui, il faut se dire les choses, il n'existe pas d'extrême droite. Il n'y a pas d'extrême droite en France. On dit que Marine Le Pen, le Front National, c'est extrême droite. Mais c'est faux. Marine Le Pen reprend les thèses du Parti communiste. Oui, Marine Le Pen reprend des thèses. Sur tous les points quasiment. Sur l'État fort. L'État fort. C'est-à-dire l'État qui se gère tout, l'État jacobin. Ce n'est pas la droite. En tout cas, ce n'est pas ma famille politique. Ce n'est pas le libéralisme. Le libéralisme, c'est quoi? C'est moins d'État. Aujourd'hui, l'idéologie première, c'est l'égalité et non plus la liberté. De liberté, égalité et fraternité. Aujourd'hui, c'est l'égalitarisme même. Hein. Et ça, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter que l'on dise « Ah voilà, mais ça, c'est l'extrême droite. Madame Tazin, c'est l'extrême droite. Riposte laïque, c'est l'extrême droite. » Non, aujourd'hui, le Front National ou Riposte laïque ne sont pas l'extrême droite. Pour moi, c'est la gauche, donc ce n'est pas ma famille politique. Hein. Enfin, je préfère le dire. Je préfère le dire parce que, vous savez, même chez nous... Et pourtant, l'UMP, vous êtes vraiment à gauche. Hein, c'est ça, mais moi, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Je suis... quelque chose. Vous savez, moi, j'ai commencé à l'UMP en 2002. J'étais avant RPR. Et moi, la caméra peut me filmer, je vais le dire devant la caméra. Je fais peut-être mon coming out là-dessus. Sachez que je suis un déçu de l'UMP et je suis un déçu de Nicolas Sarkozy. Et pourtant, je suis cadre de l'UMP et j'ai fait campagne pour lui. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que en 2007, j'étais un petit jeune, j'avais 26 ans, je sortais de la fac.